Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 23 juin 2025. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter donc la bienvenue sur votre matinale. Bonjour le Bénin. Bonjour donc à l'Afrique et au monde entier. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous parlerons essentiellement de la guerre Israël-Iran. Est-il possible, et c'est la question du jour d'ailleurs, est-il possible aujourd'hui d'éviter l'embrasement du Moyen-Orient? Que nous réservent les prochains jours? On va en parler. Mais avant, vous savez qu'au Nigeria, il y a eu le sommet de la CEDEAO et qui parle beaucoup plus d'intégration économique. Et le président Patrice Talon avait pris part à ce sommet avec une très grande participation. Vous allez le remarquer. Nous allons faire le débat autour. Mais vous savez, avant de dérouler tout ceci, nous irons, mesdames, messieurs, chercher l'information. La première participation donc, de cette émission, c'est avec Génial Monsi Afouda Agboka. Génial, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ça va. Et votre week-end, ça s'est bien passé? On rend grâce. Tranquille. Avec vous, nous allons avoir le bulletin d'information, le premier rendez-vous de l'information sur Bonjour le Bénin. Un moment de plaisir avec les téléspectateurs. Allez, mesdames, messieurs, voici donc ce qui installe Génial. Madame, Monsieur, bonjour. On démarre ce bulletin par une signature d'accord entre le Bénin et le Nigeria. Oui, les deux pays ont posé à Abuja les jalons d'une co-conduite des idéaux d'une intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions, ce sera avec Jérôme Hongbo et Mohamed Bio. Dans un moment décisif pour la région, la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria ont signé un accord bilatéral d'intégration d'envergure, accord destiné à approfondir leur coopération et à accélérer les réformes régionales en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé par Dr Jumoke Oduwole, ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, l'ambassadrice Bianca Odumegwu Ojukwu, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Nigeria, Madame Shadia Alimatou Assouma, ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, et Monsieur Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. La cérémonie de signature, placée sous le haut patronage de son Excellence, le président Bola Ahmed Tinubu, et de son Excellence, le président Patrice Talon, symbolise une volonté commune d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité partagée, de convergence économique et d'intégration stratégique au sein de la région ouest africaine. Cet accord ambitieux marque un engagement fort en faveur de la libéralisation des échanges, de l'harmonisation des normes et de la libre circulation, jetant ainsi les bases d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus forte, plus résiliente et tournée vers l'avenir. Le coordonnateur des ministres conseillers était vendredi dans le département d'Uzou. Janvier Yaouedéou est allé évaluer les réalisations du PAG dans la commune de Kové. Par la même occasion, il a échangé avec les bénéficiaires des différents programmes du gouvernement dans cette commune de la région à Gonli. Pierrette Adan-Yossi, Canel Capo. Deux sites ont reçu en premier la délégation du coordonnateur des ministres conseillers en terre à Gonli. Il s'agit du plus grand complexe piscicole du département d'Uzou, situé dans la commune de Kové et de l'unité de production d'aliments poissons. Ces réalisations du gouvernement sont portées par le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Sur une expansion de 3 hectares, je suis parti d'une production annuelle de 8 à 9 tonnes pour être aujourd'hui à 18 tonnes de production de poissons marchands par an. J'ai 12 étangs déjà installés et un bâtiment d'écloserie en construction. J'ai aussi bénéficié d'autres infrastructures grâce au projet. L'aliment importé avant c'était très cher. La taille de 1 mm coûtait 1200 le kilo. Okay. Maintenant, ce qui est produit ici, ça se vend aujourd'hui à 600 le kilo. Tous ces soutiens que le gouvernement apporte aux pisciculteurs, c'est gratuit. Une fois vendus, les producteurs ne retournent rien au gouvernement.
Donc c'est du social, mais du social qui à terme profitera non seulement au peuple béninois, mais également à l'économie nationale. L'objectif, c'est non seulement de couvrir le besoin sur le plan national, mais également d'exporter vers les pays voisins, le Nigeria, grand consommateur, etc. La délégation s'est rendue ensuite à Zonsego pour visiter l'ouvrage de franchissement réalisé sur financement du FADEC affecté à l'agriculture de 2024 à 2025. Les installations du nouvel office de tourisme d'Agonli et le centre de secours de Covey ont également retenu l'attention de Janvier Yawedeo et son équipe. Au terme de la descente, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. On a mis en place 5 axes d'intervention à travers différents projets-programmes qui s'élèvent de 3 milliards 8 jusqu'à 95 milliards. L'enjeu est de taille. Les bénéficiaires de ces projets-programmes sont particulièrement satisfaits et heureux. Je voudrais remercier le gouvernement. Nous avons encore beaucoup de défis, beaucoup de challenges devant nous, mais nous avons foi. Et en faisant le point de ce qui est déjà fait, que vraiment les fruits sont en train de tenir la promesse des fleurs. Nous tiendrons bon sur le terrain pour que la vision du président Patrice Talon, clairement tracée, soit aussi suivie au niveau de la commune de Covey. Avant de se rendre sur le terrain, le coordonnateur a tenu une séance avec les producteurs et bénéficiaires des différents programmes du gouvernement afin notamment de recueillir leurs doléances. Pendant ce temps, le ministre conseiller de l'Agriculture, lui, est en tournée dans la commune de Parakou. Il évalue les efforts déployés pour booster la production agricole, notamment celle de l'anacarde et du coton. Une descente de proximité pour écouter les producteurs et renforcer le lien entre le gouvernement et le monde rural. Enoch Ompati jusqu'à Akovi. Biogueras Kakina visite les exploitations d'anarcade à Biro dans la commune de Niki. Sur place, ses producteurs saluent les efforts du gouvernement pour relancer la filière. Sur mon champ d'anarcade de près de 4 hectares, l'entretien réalisé l'an dernier a nettement amélioré le rendement. Conscient des avantages de cette opération subventionnée par le gouvernement, je la reproduis cette année. Merci pour cette visite sur mon exploitation et mes remerciements au chef de l'État. À travers le projet PACOFID, le gouvernement a accompagné les planteurs d'anacardiers et avec une subvention de 55 000 francs sur l'hectare à travers les opérations de réhabilitation qui consistent à désherber la plantation, l'élargage, le débardage et parfois le surgreffage. L'objectif, c'est d'aller à 750 à 850 kg à l'hectare. Quand vous investissez un franc, il faut bien le retour sur investissement. Donc nous sommes là pour encore davantage apaiser les cœurs, amener la cohésion sociale au sein des populations et leur dire davantage que nous sommes disposés à être à leur côté quand ils le voudront. Après Biro, cap sur Niki Centre. Le ministre visite un magasin de stockage des intrants agricoles, une manière de s'assurer de leur disponibilité et de leur accessibilité pour les producteurs locaux. Le gouvernement a pris la mesure pour pouvoir quand même mettre à l'aise les producteurs pour que chaque producteur, après la récolte, ait au moins la satisfaction totale. Purée, c'est à 15 000, SSP, c'est 14 000. Vous avez aussi remarqué des phytos. Et en dehors, nous avons aussi quand même des différentes sortes de semences. En tant que représentant du chef de l'État, le ministre conseiller à l'agriculture tient ensuite une séance d'échange avec les producteurs de coton et d'autres spéculations, notamment les producteurs de Niki et de Parakou. Les préoccupations soulevées sont bien entendues. Je vous le dis avec franchise et responsabilité. Le bradage est un crime contre vous-même, contre vos pères et contre votre avenir. Chaque engrais détourné, chaque semence non utilisée à bon escient, c'est une perte sèche pour votre communauté. Nous vous promettons, monsieur le ministre conseiller, de redoubler plus d'efforts dans la production du coton graine de qualité et également d'améliorer la productivité. Le ministre conseiller promet de faire remonter les doléances afin que des solutions concrètes soient apportées. La tournée se poursuit dans le Borgou pour rapprocher l'action gouvernementale du terrain et garantir aux producteurs une agriculture plus efficace et durable.
En mission conjointe de sensibilisation sur la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, le ministre conseiller à la culture était dans le département des Collines après l'étape du Borgou. Assisté de son collègue des affaires sociales et du travail, il est allé expliquer aux garants de la tradition de la cour royale de la commune de Dassa-Zoumé le contenu de cette loi. Pierrette Adam aussi. Il a été arrêté, 16 royaumes à la lumière de la loi. Majesté, chef traditionnel et notable de Igbo Idacha, prennent connaissance du contenu de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. À travers cette séance de vulgarisation, le gouvernement entend mieux éclairer ses détenteurs du pouvoir traditionnel sur ce texte de loi. Nous expliquons au roi le contenu, la visée de la loi et ce que la République attend en termes non seulement de redevabilité mais d'appropriation responsable de la loi en vue de travailler à être des artisans de la paix, de la cohésion sociale, de la stabilité de la République et coproducteurs de sécurité sur nos territoires. À chaque descente, nous avons été bien accueillis, notamment ici à Igbo Idacha, à Dassa-Zoumé. Sa Majesté et sa cour, les chefs supérieurs nous ont bien accueillis. Ils ont promis également de nous éparter, de s'organiser pour que leur organisation soit un exemple et un ferment de fierté pour le chef de l'État et pour tous les Béninois. De Niki à Kika, en passant par Savé, Dassa, le constat est le même. Les chefs, les rois que nous avons rencontrés, les majestés que nous avons rencontrés, ont bien perçu cette loi et ont promis de plier dans le contexte socio-culturel et traditionnel en tout cas de leur territoire. Vous savez, le développement de notre pays doit passer par le développement de notre culture. Et c'est ça le chef de l'État, le président Patrice Talon, a compris qu'il faut aujourd'hui donner une force à nos chefferies traditionnelles et en même temps faire en sorte que les chefs traditionnels constituent en même temps l'épine dorsale de notre développement. Désormais bien informés, ces garants de la tradition formulent à l'endroit du chef de l'État des doléances relatives à la vie communautaire et à la transhumance. À Bokombé, le Conseil économique et social apporte son soutien à l'Union des femmes pour le développement, une association locale transformatrice agricole, un geste fort pour appuyer les initiatives communautaires malgré les défis sécuritaires dans la région. Alexis Kenom et Ulvaeus Balogun. La République au plus près des citoyens et les institutions à leur chevet. C'est tout le sens que revêt cette descente du Conseil économique et social ici, à Bokombé, zone dite potentiellement à risque. À leur rencontre, ces membres de l'Union des femmes pour le développement de Bokombé. Dans cette coopérative, les femmes s'investissent dans la fabrication de la farine du fonio, du beurre de karité et autres produits dérivés du soja. On fait les mangues séchées, on fait le jus de mangue, on fait le couscous du fonio et beaucoup d'autres choses pour permettre à la femme vraiment d'être autonome, de ne pas toujours tendre la main. De la fabrication à la vente en boutique, les membres du CES ont parcouru les différentes unités de transformation, se sont informés sur les difficultés rencontrées et ont témoigné la solidarité de la nation à ces femmes au regard des défis sécuritaires qui se posent dans la zone. Nous nous sommes venus ici parce que notre mission, c'est de venir expliquer les lois aux populations, d'accord, et connaître leurs besoins, histoire de pouvoir rendre compte aux autres institutions de la République et le chef de l'État également. Dans ce travail-là, on ne peut pas venir ici sans venir vous dire que nous aussi on est là avec vous. La République est une et indivisible. Et on ne laissera pas 1 centimètre carré de notre territoire à l'ennemi. Le Conseil économique et social, dans sa nouvelle mission, n'entend plus rester loin des préoccupations des citoyens, peu importe leur localité. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, a aussi accueilli la délégation du CES dans le cadre de sa tournée de proximité, un rendez-vous qui marque une étape
importante dans l'enracinement de l'institution au plan départemental. On retrouve Alexis Kenom et Ulvaeus Balogun. Nous avons vu la liste des royaumes. Nous avons consulté la liste des chefs traditionnels supérieurs. Nous avons vu la liste des coutumes. Mais Banikora n'est pas encore mis sur la liste dans aucune catégorie. C'est une requête qui est ainsi adressée au Conseil économique et social. Document à l'appui, Banekwara fait une demande d'inclusion dans l'une des catégories retenues dans la loi sur la chefferie traditionnelle. En 1897, Banekwara signait un protectorat avec les Français. Nous avons fourni tous les papiers pour qu'on ait une reconnaissance. Du sud au nord, du nord au sud, il n'y a pas un village, un hameau que tu vas rentrer sans avoir un peul. Au temps des colons, quand même, il avait les chefs peuls, il avait les chefs cantons. Et le chef Bariba ne pouvait pas rester sans un chef peul. Mais aujourd'hui, ces papiers, on les oublie. Ces doléances sont une preuve supplémentaire de l'intérêt de cette séance d'explication de la loi initiée par le CES ici dans la Liborie. Quand une loi est prise, il nous revient d'aller l'expliquer aux populations, d'écouter les populations et remonter leurs préoccupations. S'il y a des choses qui manquent dans la loi, d'après vous, et qu'il faut compléter, il faut en apporter les preuves. J'invite aussi ceux qui font une réclamation quelconque à avoir la même démarche, en espérant que ce soit des preuves tangibles et scientifiques. Pour le CES, cette séance dans la Liborie est un exercice de pédagogie institutionnelle où la parole du citoyen contribue à renforcer le lien entre gouvernants et gouvernés. Ce 7 heures se poursuit avec une cité lacustre réinventée. La commune d'Abomey-Calavi va-t-elle détrôner Cotonou, sacrée ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest en 2024. En attendant le prochain classement, l'heure est à la salubrité avec l'ONG Bénin Ville Propre. Elle a lancé à cet effet un défi aux arrondissements, une compétition pour maintenir la ville toujours plus saine et accueillante. Alain Sotchoumen, François Issou. Après Ouida et Cotonou, Abomey-Calavi est à l'honneur pour l'organisation du concours de salubrité sur toute l'étendue du territoire de la commune. Je voudrais d'abord remercier tous les acteurs du projet, en particulier l'ONG Bénin Ville Propre, pour cette initiative citoyenne qui s'inscrit pleinement dans l'assainissement de notre milieu de vie. Chers chefs d'arrondissement, chers chefs quartiers, voilà ce concours qui vient directement vers nous et qui nous donnera l'occasion de montrer qui nous sommes et ce que nous savons faire en matière de propreté. La Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS se positionne comme un partenaire stratégique dans le déroulement de ce concours. La SGDS apporte son expertise, ses ressources matérielles et humaines et son engagement indéfectible pour accompagner les communes du Bénin dans l'amélioration durable de leur cadre de vie. Et ce partenariat illustre parfaitement notre volonté d'appuyer toutes les démarches innovantes et participatives qui renforcent la culture de la propreté et la responsabilité environnementale. Pour l'ONG Bénin Ville Propre, l'objectif poursuivi en organisant les concours de salubrité est l'adoption de comportements éco-citoyens. Le concours Abomey-Calavi Ville Propre entend mobiliser les arrondissements autour de 3 enjeux majeurs: la salubrité, la libération des espaces publics et la lutte contre la pollution sonore. C'est un appel à l'action, une invitation à chaque quartier à relever le défi de la propreté durable. Le concours se déroulera du 28 juillet au 9 août 2025. J'avais une jeune fille qui venait de l'école un matin, je passais, son ami jetait des papiers par terre, il lui a dit non, tu vas commencer propre, mais arrête ça, c'est pas bon, parce que notre pays est propre, gardons notre pays toujours propre. Et sur cette
sur ceci, je me suis dit, le Béninois commence à avoir changé de comportement. Et même aujourd'hui, quand on voit les artères sur Cotonou, les gens commencent à changer de comportement. Ils ne sont plus installés partout anarchiquement dans la ville de Cotonou. Donc ça montre que le peuple a commencé à prendre de cœur la propreté de la ville du Bénin. Je parle du Bénin parce qu'on a fait Ouida, Cotonou, aujourd'hui Calavi. On va aller à Porto-Novo, on va aller à Djougou, on va aller dans tout le Bénin entier. Je pense que c'est un projet que le Bénin doit accepter à cœur parce que ça nous appelle les partenaires, ça nous appelle les investisseurs au Bénin. Et le tourisme béninois serait vraiment très fort. Quand la ville est propre, on est content de circuler sans problème. La propreté de la cité est l'affaire de chaque citoyen pour un cadre de vie sain. On parle d'art contemporain à présent à travers tissus, textures et talents. Ils ont fait parler leur créativité. En tout, 15 jeunes stylistes ont fait sensation à l'occasion du défilé AV Fashion 2025, une véritable vitrine du savoir-faire local. Ce défilé a eu lieu à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi devant, vous allez le voir, un public sidéré. Blaise Adampo. Des regards qui concentrent, des pas qui marquent le tempo. L'ambiance est électrique dans les coulisses d'AV Fashion 2025. Je me sens un peu stressée. L'événement célèbre la mode et couronne 3 années de formation intensive pour 15 jeunes créateurs venus dévoiler leur talent. Ils sont des gens touche à tout en matière de stylisme. Ils peuvent tout coudre. Alors nous parlons, ils peuvent faire la coupe enfant, ils peuvent faire la coupe dame. Sur le tapis vert, c'est un feu d'artifice, de finesse et de maîtrise. Chaque tenue raconte une histoire, chaque détail un message. Un message fort porté par des créateurs inspirés, audacieux, nourris de passion et d'innovation. Le message est de présenter la valeur de la mode et sa place dans le monde, et aussi de valoriser la couture homme et dame. J'ai voulu parler de la modernité et de l'artisanat, un métissage entre les deux pour valoriser nos cultures. À travers mes créations, je voulais faire part de... On n'a pas besoin de faire beaucoup, on n'a pas besoin de faire beaucoup pour être joli, pour être vraiment stylé. On peut tout faire en toute simplicité. Un public conquis, parfois étourdi, souvent émerveillé. Le défilé de démonstration a laissé des étoiles dans les yeux et de l'inspiration dans les esprits. Nombreux sont ceux qui n'ont pu s'empêcher d'immortaliser l'instant. Les créations étaient diversifiées, authentiques, élégantes. Plusieurs tenues me tentent. J'aime surtout la tenue du couple qui était venue dernièrement. J'ai aimé. J'ai eu même envie de me marier en même temps. Le fait d'avoir vu aujourd'hui ces jeunes apprenants et leurs créations, ça nous donne d'autant plus envie de les appuyer. Je salue énormément la façon dont le wax s'est introduit dans notre mode de vie avec des coupes plus jeunes, plus urbaines, plus dynamiques. Les femmes mannequins ont opté pour du glamour. Pour ces 15 jeunes femmes et hommes, ce moment symbolise bien plus qu'un simple passage sur scène. C'est l'aboutissement d'un rêve, le début d'un autre. Grâce à AV Fashion, la mode locale s'écrit désormais avec style et beaucoup d'espoir. Allez, le point des marchés ouvert ce 23 juin, c'est maintenant. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Alain, c'est à vous. Génial, merci Afouda Boka, merci. C'est mélangé, mais on va faire. Voilà. Allez, on se retrouve demain? Oui, même heure. Toujours avec le même évidemment, vous plaisir. Voyez, toujours. Allez, je sais que vous êtes glamour, hein, parce que tout à l'heure, quand l'élément sur la mode passait, je me disais... Ben, j'attendais bien cette réaction-là. Ah ouais? Vous y connaissez rien, mais c'est vous qui... Ah, je suis d'accord. Allez, plus c'est simple, plus c'est beau. Allez, mesdames, messieurs, on va poursuivre cette émission. On va marquer une toute petite pause avant de retrouver la lecture croisée des titres des journaux de ce matin.
Eh oui, retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour aller dans le monde, je dirais, l'univers des périodiques de notre pays, pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent. Le week-end a été riche en événements, pour ne pas dire la fin de semaine. Eh bien, qu'est-ce que les journaux en disent? Ça va être avec mon associé de tous les jours, voilà. Marcel Arossi, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous. Comment ça va et votre week-end, ça a été? Pas mal. Tranquille. Ça va. Alors, qu'est-ce que les journaux ont abordé ce matin? Bien sûr, on s'installe, non? D'accord, ouais, on va s'installer. C'est vous qui avez raison. Timothée Routon, vous nous dressez le tapis, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, à la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction ce lundi, voici ce qui pourrait nous intéresser. En attendant la revue de presse, nous démarrons par le quotidien Gasquiani Info. Sans eux, point de Marina, les négociateurs clés de 2026. Envie de savoir, allez lire donc la parution du jour chez Gasquiani Info. Et puis, autre information avec Bénin intelligent, diabolisation, stigmatisation et insultes. La communauté vaudon du Bénin hausse le ton. Le pacifisme ne signifiera plus le silence selon le porte-parole. Info matin, salubrité dans la commune d'Abomey-Calavi. La SGDS appuie le concours Ville propre dans 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Crise au sujet de la fusion du PRD et de l'Union progressiste. Le système partisan éprouvé. Point d'interrogation. Le potentiel. Question orale avec débat sur les salaires des membres du gouvernement et des institutions de la République. Rachidi Badamassi relève une inculture parlementaire des députés LD. Quand on est en panne d'inspiration politique, quand on a échoué, on se tait, déclare-t-il, et poursuit. Les députés LD sont obsédés par la manipulation à des fins électoralistes. Les salaires ne sont pas cachés, ils sont fixés par des actes réglementaires, a-t-il poursuivi dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Ervan, bien sûr, Evan Diantey, récompensé pour son ouvrage L'Oracle et le Temple, une première historique pour l'Afrique noire depuis 1963. Le Bénin et le Nigeria sont à l'honneur à l'Académie des inscriptions et belles-lettres fondée il y a plus de 360 ans. Décryptage info. Diplomatie économique régionale 2025, Talon appelle à renforcer l'intégration économique. Le Bénin et le Nigeria signent de nouveaux accords suite aux attaques terroristes meurtrières dans le nord du Bénin. Augustin Zinsou-Bagui dit au chevet des enfants des militaires décédés, il leur offre un chèque de 2 millions de francs CFA. Palmarès, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Talon plaide pour une Afrique de l'Ouest intégrée, efficace et tournée vers ses citoyens. Loi sur la nationalité, identification, justice, 5 tests votés à l'Assemblée nationale présidentielle 2026. Les candidats de la mouvance dévoilés d'ici octobre. Le meilleur diocèse de Porto Novo, le président Louis Vlavonou marque sa présence au jubilé d'étain de la paroisse Saint-François de Sales d'Akodaboué. Suspension et poursuite en justice de 2 de ses agents pour détournement de plus de 7 millions de francs CFA suite à un audit interne. La mairie de Parakou donne l'exemple d'une gestion transparente. Diakpata, succession de Patrice Talon, Wilfried Rumbedi donne l'un des principaux critères pour diriger le Bénin. Matin libre, réajustement de la réforme sur la décentralisation, Talon tombe dans le piège des maires. Selon Matin libre, la nation, Patrice Talon relance l'intégration au sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Les députés modifient la loi. Fraternité, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Un accord Bénin-Nigeria pour montrer l'exemple. Panafricanisme, oui. L'intégration d'abord. Julius Maada Bio succède à Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO. Le matinal, tractation pour l'apaisement des tensions politiques au Bénin, le silence sonore de Bruno Amoussou, dossier spécial chez le matinal. Afrique de l'Ouest, Talon appelle à une véritable intégration économique. L'aide internationale n'existera plus, avertit-il.
Le champion tournoi UFOA B U20 Guépard du lourd. Cérémonie d'ouverture du championnat national scolaire, masterclass tout simplement. Et puis à l'international, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime, s'interroge Donald Trump après les frappes américaines. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci à vous, Marcel Akhossi. On vous retrouve donc en fin d'émission pour une page plus détaillée avec la revue de presse. Mais avant ça, on va vous retrouver tout à l'heure dans l'instant politique. Tout à fait. Le rendez-vous incontournable de lundi. Tout à fait. Allez, mesdames, messieurs, nous allons tout simplement demander à Marcel donc, de nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant, vous savez que le championnat national scolaire a démarré dans notre pays. Comment est-ce que ça se passe? Mais est-ce que tout se passe de l'autre côté correctement à Aplaroué, donc qui est la commune qui abrite donc qui accueille la fête du sport? On va en parler avec le directeur général de l'OBSSU dans un instant. Mais avant, la question du jour, on vous la posait déjà en début d'émission. Vous savez que depuis quelques jours, l'Iran et Israël se retrouvent dans une confrontation assez dangereuse, puisque aujourd'hui les bombes, les missiles pleuvent sur les villes israéliennes. Israël ayant attaqué l'Iran en premier, l'Iran répond. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, mesdames, messieurs, d'éviter l'embrasement du Moyen-Orient à l'étape où on en est, au jour d'aujourd'hui, avec l'actualité qui se déroule au Moyen-Orient, où des missiles pleuvent sur Israël? Est-il possible encore aujourd'hui d'éviter l'embrasement du Moyen-Orient? Les puissances occidentales ou les pays du monde peuvent-ils se donner la main pour éviter un bain de sang dans cette région du monde? Vos avis, vos analyses comptent pour nous et nos plateformes sont disponibles pour les accueillir justement, pour que, disons, vers la fin de l'émission, on va les partager avec les amis téléspectateurs. Alors, pour résumer, guerre Israël-Iran, est-il encore possible aujourd'hui, mesdames, messieurs, d'éviter l'embrasement du Moyen-Orient? Que peut-on faire? Vos questions, vos réponses, vos analyses nous intéressent. Et ce qui nous intéresse, mesdames, messieurs, je vous le disais, c'est de savoir ce qui se passe de l'autre côté d'Aplaroué. Aplaroué 2025, Aplaroué qui abrite donc les festivités, je dirais donc, du championnat national scolaire 2025. On va recevoir dans un instant le directeur général de l'OBSSU, Office béninois du sport scolaire et universitaire. Il va donc nous parler de comment est-ce que cela se passe. Ça va être en direct avec le docteur Victor Soumet-Laouin. Docteur Laouin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est vous? Ça va bien. Comment s'est réveillé à Plaroué ce matin? Bon, mais je crois que le ciel est très clément avec un ciel aussi ensoleillé. Les enfants, tout le monde se porte très bien ici. Alors, depuis donc, je dirais quelques jours déjà, oui, voilà, les athlètes sont en compétition. Comment est-ce que cela se passe depuis l'ouverture, depuis le lancement? Quelles sont vos premières impressions en tant qu'organisateur en chef, je vais dire? Bien, merci, cher journaliste. Vous savez, si vous êtes devant une telle organisation, et il y a lieu parfois de s'inquiéter et également d'avoir une joie dans le cœur lorsque tout commence par rentrer dans l'ordre. Je voudrais rappeler que les premières journées, nous avons eu quelques perturbations, ce qui a fait reporter cette match, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et le constat numéro 1, c'est d'abord le niveau donc, du jeu au niveau des enfants. Donc ce niveau a été vraiment relevé. Et ça, j'avoue et je remercie bien les encadreurs qui ont mis en œuvre les instructions que nous avons données, les dispositions contenues dans le règlement, qui stipulent qu'on a la possibilité donc d'étoffer son équipe au niveau de chaque département parmi les joueurs qui n'ont pas pu se faire qualifier dans l'équipe. Donc ceci a permis en tout cas d'avoir des équipes franchement solide puisque j'ai suivi presque 3 matchs déjà au niveau des jeux de mai, donc le hand, le basket et le volley. Si vous étiez là, c'est spectaculaire et je sais que les téléspectateurs
ont eu la chance donc, de suivre en direct le match de hand et de basket. Alors, Dr Laouin, dites-nous, pour l'édition 2025, quelles sont les innovations que vous avez apportées ou que vous apportez au championnat national scolaire du Bénin? Merci. En termes d'innovation, il faut dire d'abord c'est la cérémonie d'ouverture où Monsieur le ministre a innové. Il faut l'avouer, nous avons fait l'effort de décrire un peu l'histoire de notre pays, surtout sur le volet sportif. Et ça, depuis 1972 jusqu'à nos jours. Donc, ce spectacle, je crois que ça a retenu l'attention de l'ensemble. Donc, ça, c'est la première innovation, puisque le sport et la culture, nous le disons toujours, ça rime. Il faut que nos organisations aujourd'hui soient alignées sur les standards internationaux. Lorsque nous voulons parler de grandes compétitions, vous verrez un côté culturel qui décrit un peu toute la richesse que représente le pays. La deuxième innovation, c'est au niveau des compétitions, au niveau des disciplines. Aujourd'hui, nous avons le 3x3, pour la première fois d'ailleurs en termes de compétition au niveau scolaire dans notre championnat national scolaire. Le 3x3 au niveau des baskets, ça c'est l'innovation première et ça va se dérouler le mercredi, donc après-demain, où nos talents vont encore s'exprimer. Il y a également au niveau du relais, ça il faut l'avouer, il y a une épreuve que nous appelons relais medley qui aujourd'hui nous avons en tout cas des belles performances à l'international. Donc à ce niveau-là, je dirais c'est une innovation. La troisième innovation, c'est l'engagement que nous avons pris vis-à-vis des parents, surtout en ce qui concerne nos jeunes filles. Et j'avoue qu'aujourd'hui, il faut protéger les filles et ça, c'est la lutte quotidienne de l'ensemble. Elles sont des fillettes encore aujourd'hui puisque nous sommes à U15, mais on a besoin de les rassurer, de leur montrer que le Bénin attend beaucoup d'elles et dans ce sens, il faut pouvoir écarter tout esprit, tout attouchement et autres. Ça fait que nous les avons logés, je dirais un peu très loin, mais pas assez loin. Donc, nous les avons logés au niveau du lycée agricole d'Adja-Romain. Et là, des marraines également ont été recrutées et mises à leur disposition. Alors, M. Laouin, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos attentes, disons, de ce championnat national scolaire? Non, l'attente première, c'est que nous ayons un projet, une sélection, une sélection au niveau de chaque discipline. Et quand je parle de sélection, c'est un bassin réel, donc d'au moins, quand je prends au niveau de foot, d'au moins 60 jeunes, parmi lesquels nous pourrons faire des camps de regroupement pour sortir réellement une équipe de qualité à la disposition, n'est-ce pas, des coachs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans toutes les disciplines, nous avons des comités de sélection composés des experts dans chaque discipline. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de pouvoir également permettre à nos enfants de se rendre heureux, de tisser des relations entre eux, puisqu'aujourd'hui, le sport, c'est un brassage. Et parmi, au moins, à travers ce championnat, beaucoup de liens pourront être tissés pour le futur, pour nos jeunes, pour leur donner espoir. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ont suivi, ce séance était là hier, et il a pu parler avec quelques jeunes. Et je crois que sa présence doit donner un déclic pour certains d'entre eux pour se dire, voilà, un international qui est avec nous, je veux lui ressembler. Et c'est à ça que j'invite les autres internationaux à se joindre à nous pour donner le goût, pour faire rêver nos enfants. Monsieur Laouin, merci à vous. Si vous avez en 30 secondes un mot de fin, lequel serait-il? Alors, en termes de mot de fin, c'est que je voudrais inviter toute la population à suivre Bénin TV, puisque nous avons de 9h à midi pour les retransmissions en direct, de 14h à 17h30 tous les jours jusqu'à samedi. Et là, ils auront de beaux spectacles. Merci en tout cas une fois encore pour l'accompagnement et à toute l'équipe de la SRTV. C'est nous qui vous remercions pour la confiance et vous savez que vous pouvez donc compter sur nous. Bonne continuation à vous, monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, on va revenir sur ce plateau donc pour parler politique. Et oui, vous savez que 2026 n'est plus loin.
Et c'est vrai que l'on n'observe pas l'ébullition habituelle, mais cela ne veut pas dire non plus que les chapelles politiques sont restées les bras croisés. Bien au contraire, il y a des choses qui se font. Et au nombre de ces choses, nous allons recevoir donc un acteur politique pour nous parler justement de ce qui se prépare pour 2026. De leur côté, ça va être donc Instant Politique avec Marcel Arossi. Eh bien, un nouvel acteur entre en scène dans l'univers politique du Bénin, le Rassemblement pour la paix, regroupement de partis de l'opposition autour d'une nouvelle ambition. Donc, pourquoi ce mouvement? Pourquoi maintenant? Et surtout, que propose-t-il aux Béninois en ce moment précis? Pour en parler, notre invité à nom, Arsène Fassinou, président du nouveau mouvement en question. Monsieur Fassinou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être venu à 5 sur 7 matin. On vous sait membre de l'opposition, on connaît également l'appartenance de votre parti au cadre de concertation de l'opposition, mais voilà qu'un nouveau regroupement de partis se met en place. Quelle est la logique derrière tout ça? D'abord, le Rassemblement pour la paix est un mouvement qui promeut des valeurs républicaines de paix et de vivre ensemble. Eh bien, donc, c'est un mouvement dont je suis le président. Et chers journalistes, je voudrais bien vous rassurer que, au-delà de tout, nous avons fait le tour du Bénin et les Béninois aujourd'hui aspirent à une nouvelle offre politique pour 2026. Est-ce une réponse à un malaise au sein de l'opposition? Le cadre de concertation ne marche plus? Non, ce n'est pas un malaise. Au fait, au vu donc de la réforme du système partisan et de la charte des partis politiques, cette nouvelle alliance politique vient en quelque sorte renforcer l'opposition béninoise, puisque la réforme du système partisan aujourd'hui demande à ce que nous allons vers les grands ensembles. Et donc, il est impératif aujourd'hui pour l'opposition de s'unir pour donc atteindre les objectifs de 2026. Oui, mais quelle est la différence que vous faites aujourd'hui avec ce nouveau mouvement et le cadre de concertation voulu par les autres? Et comme je l'ai dit déjà à l'entame, la situation, il y a une crise au sein de l'atmosphère politique béninoise. Une crise en ce sens que dès que vous partez des élections de 2019, la crise qui s'est installée sur la scène politique béninoise demande à ce que nous repensons le clivage politique béninois. Et donc, par rapport à ça, nous nous sommes dit qu'il faut que les partis s'unissent, et donc notamment les partis de l'opposition. Alors, M. Fassinou, dites-nous, éclairez un peu notre lanterne. Vous avez sorti le mot, vous avez parlé d'alliance, vous avez parlé de regroupement. Il faut faire en sorte d'avoir des grands ensembles. Mais ce projet que vous avez, qui porte, quel est l'organisme, je veux dire, quelle est l'organisation mise en place et qui porte ce projet-là? Comme le disait Marcel, on sait qu'il y a le cadre de concertation de l'opposition, on sait qu'il y a un parti, sinon des partis d'opposition dans le pays. Vous, en tant que président du mouvement Rassemblement pour la paix, vous appelez à une alliance. Alliance avec qui et pour quelles raisons? Les Béninois aujourd'hui veulent sortir du schéma bipolaire Talon-Yayi. Parce que depuis 2016, nous avons suivi l'avènement de Yayi avec sa gestion. 2006, vous allez dire. 2006, du moins, nous avons suivi l'avènement de Yayi Boni, du président Yayi Boni, avec sa gestion. 2016, nous sommes en train de suivre le plan de gouvernance de la rupture. Et aujourd'hui, il y a une crise autour de ces deux personnalités. Et c'est la crise entre Talon et Yayi qui a réussi à porter le président Patrice Talon au pouvoir en 2016. Cette crise aujourd'hui, les Béninois, ça n'a pas profité aux Béninois. Et donc, sur quoi vous vous fondez pour dire que ça n'a pas profité aux Béninois? Non, ça n'a pas profité aux Béninois en ce sens que il y a une guerre entre les deux personnalités. Une guerre entre Yayi et Talon. Et cette guerre-là, les Béninois... Cela a-t-il impacté les actions, le déroulement des actions prévues? Cela a véritablement impacté les actions de développement, parce que, en ce sens que vous avez suivi les élections de 2019, et il y a eu une exclusion de l'opposition.
Et cette exclusion se ressent parce que c'est le parti du président Yahi qui est chef de file aujourd'hui. Vous étiez dans quel parti en 2019? En 2019, nous faisions partie toujours de l'opposition. Nous étions de l'opposition. Vous étiez de quel parti? Nous étions de l'opposition. D'accord. Vous n'aviez pas de parti, c'est ce que ça veut dire. Nous étions de l'opposition. Nous étions de ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec l'exclusion des partis politiques. Quels sont les partis qui composent votre mouvement? Aujourd'hui, il faut donc constater que, comme je l'ai dit, la jeunesse béninoise aujourd'hui aspire à une nouvelle alternative. Et cette nouvelle alternative aujourd'hui doit être portée par la jeunesse, et le peuple béninois et sa jeunesse. Et donc, le parti aujourd'hui qui doit, selon nous, porter cette nouvelle offre alternative est la NFN. Ah oui? La nouvelle force nationale. Personnellement, aujourd'hui, vous avez un parti, vous êtes dans le parti Nouvelle Force Nationale, c'est bien cela? Non, aujourd'hui, comme je suis en train de l'expliquer, je dis, cette nouvelle alternative que nous demandons, nous jeunes béninois aujourd'hui, nous demandons, c'est que nous lançons un appel à la nouvelle force nationale pour porter le mouvement. Voilà, pour porter cette nouvelle alternative. En vrai, le mouvement n'a pas fini d'être mis en place. Le mouvement n'a pas fini d'être mis en place puisque nous continuons toujours. Ça n'a pas encore de leadership. Non, si, il y a déjà un leadership. Alors, mais M. Faye, on veut mieux comprendre. Vous avez évoqué un parti politique, la Nouvelle Force Nationale, NFN. On sait que ce parti est un parti d'opposition. Vous êtes président d'un mouvement appelé Rassemblement pour la paix. Et vous appelez un parti d'opposition à prendre la tête d'une alliance, pour utiliser votre expression, pour prendre la tête d'un nouveau regroupement. Est-ce que NFN ne fait pas partie déjà d'un ensemble de partis d'opposition? Pourquoi vous appelez NFN à venir ou bien on veut mieux comprendre votre démarche? Non, comme je suis en train de l'expliquer, aujourd'hui, quand vous vous référez à la charte des partis politiques, que ce soit les mouvements politiques et autres, on doit être sous le couvert d'un parti politique qui a un statut juridique pour donc participer aux élections de 2026 prochaines. Les candidats doivent être portés par des partis politiques. On est d'accord. Et donc, pour nous, aujourd'hui, le seul parti qui se veut proche de cette nouvelle alternative, c'est la NFN. Et donc, c'est pourquoi nous lançons un appel à la NFN pour porter cette vision de la coalition. Et qu'allez-vous répondre aujourd'hui à ceux qui pourraient vous accuser de vouloir diviser plutôt que de réunir l'opposition? Non, aujourd'hui, je pense que ce que nous faisons aujourd'hui ne divise pas l'opposition. D'ailleurs, elle renforce l'opposition, puisque nous appelons toutes les forces vives à nous mettre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et partis politiques, puisque aujourd'hui, quand vous prenez les partis régulièrement enregistrés au Bénin, nous avons près de 11 partis. Et bien d'autres qui vont s'ajouter. Et donc, 4 de la mouvance présidentielle et les autres qui suivent sont de l'opposition. Et donc, si toutes ces forces de l'opposition aujourd'hui peuvent se mettre ensemble sous le leadership de la nouvelle force nationale, je pense que nous pouvons valablement gagner les élections générales de 2026. Et vous, personnellement, que pensez-vous du cadre de concertation de l'opposition? Non, le cadre de concertation, je pense que le cadre de concertation est là pour répondre à un besoin. Lequel? Celle donc de la révision du code électoral. Je pense que c'est l'idée aujourd'hui que défend le cadre de concertation. Ce n'était pas que ça. Nous avons suivi bien la formation de ce cadre. Ce n'était pas que ça. C'était entre autres questions abordées, mais ce n'était pas que pour le code électoral. Mais l'essentiel des idées... C'est un cadre de concertation. Son nom l'indique très bien. Pour se concerter régulièrement sur des questions qui touchent à la vie de l'opposition, à la vie politique du Bénin. Alors moi j'ai une question pour vous, M. Fagnino. Dans votre démarche, vous appelez le NFN à prendre le lead d'une nouvelle alliance. Est-ce que vous avez fait d'autres démarches vers d'autres partis politiques de l'opposition pour porter votre projet? Comme je l'ai dit, il nous faut aujourd'hui une coalition qui n'est ni mouvance ni opposition. Voyez-vous, sortir du cliché bipolaire Talon Yahi et proposer une nouvelle offre aux Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui
l'opposition, elle a du mal aujourd'hui. Je prends l'exemple des démocrates. Elle a véritablement du mal à s'organiser pour répondre aux besoins du peuple béninois. Attendez, les démocrates ne sont pas sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous permet de faire une telle affirmation? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, par exemple, que le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas la possibilité de s'organiser pour combler les attentes de la population? Mais aujourd'hui, l'opposition a du mal à désigner un candidat. Les démocrates, aujourd'hui, quel parti a déjà dit? C'est de ça que nous parlons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la réforme du système partisan a donné le pouvoir aujourd'hui à deux hommes. Le président Patrice Talon et le président Boni Yayi à eux seuls se caporaliser de la vie politique béninoise. Et aujourd'hui, les partis politiques ont du mal à désigner un candidat. Et tant que la mouvance n'a pas désigné son candidat, l'opposition, c'est-à-dire dirigée par Yayi, les LD, ont du mal aussi à désigner le candidat. Mais où est-ce qu'on nous conduit? Oui, mais les LD ne sont pas les seuls partis d'opposition dans le pays, non? On a d'autres partis. Les LD ne sont pas les seuls partis d'opposition. Oui, les LD ne sont pas les seuls partis d'opposition, mais il faut comprendre que c'est eux qui aujourd'hui ont des élus à l'Assemblée nationale et qui peuvent avoir le parrainage. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, le débat politique n'est plus mené au sein des chapelles politiques. Quand vous prenez la mouvance présidentielle, personne aujourd'hui au sein de la mouvance présidentielle n'a le courage de dire « je suis candidat ». Et quand vous prenez l'opposition, gouvernée par LD, personne n'a également le courage de dire « je suis candidat ». Je pense qu'aujourd'hui, nous devons sortir de ce schéma. Et sortir de ce schéma aujourd'hui, c'est d'aller vers une nouvelle force, une nouvelle alternative que propose le peuple béninois. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où se situe le peuple béninois. Monsieur Fagnenon, vous avez commencé par le dire, la charte des partis politiques oblige les partis à désigner des candidats. Et vous dites, que ce soit au sein de la mouvance présidentielle ou au sein de l'opposition, personne n'a le courage de lever la tête pour dire « je veux être candidat ». Est-ce que dans la nouvelle alliance que vous voulez former, les gens seront libres de dire « moi je veux être candidat » sans que ce soit l'alliance qui désigne, conformément au code et à la charte des partis politiques? Non, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les élections de 2026 puissent répondre à une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre aujourd'hui, cette nouvelle offre aujourd'hui, c'est le peuple qui a le monopole de cette offre. Voilà. Vous avez dit que vous avez une offre qui n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Quelle est cette offre? Que voulez-vous proposer aux Béninois? Ce que nous voulons proposer aux Béninois aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est d'aller vers cette nouvelle offre de cohésion sociale. Voyez-vous. Est-ce qu'il faut comprendre que Arsène Fassinou n'est plus un opposant dur, pur? Opposition dure, le thème n'est pas tellement approprié parce que quand vous prenez la gouvernance de Talon, il faut reconnaître qu'il y a eu des acquis. Voyez-vous, le pouvoir est une continuité. Vous n'êtes plus opposant alors? Si, nous sommes toujours de l'opposition, mais quand même, il faut avoir l'aimabilité de le reconnaître, une opposition modérée. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Quelle est la différence que vous faites entre une opposition dure et une opposition modérée? Non, aujourd'hui, l'opposition portée par les LD est une opposition radicale, puisqu'on refuse quand même de reconnaître les mérites, les acquis que nous avons quand même capitalisés. Est-ce que ce ne sont pas des accusations gratuites que vous lancez à l'endroit d'un parti politique qui n'est pas sur ce plateau? Vous êtes venu parler de votre parti politique, de votre mouvement plutôt. Pourquoi vous pensez que... je ne suis pas l'avocat défenseur des démocrates, mais nous avons l'obligation de ne pas vous laisser dire des choses sur ce plateau qui pourraient créer des droits de réponse après. Non, ce que nous disons, nous n'accusons personne, mais nous faisons le point, puisque nous sommes à l'heure du bilan. Nous faisons le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que sous la rupture, le nouveau départ débouché sur la rupture, nous avons eu des acquis. Par exemple, la réforme du système partisan qui demande à ce que près de... nous avons quitté la création de 150 partis pour aujourd'hui se retrouver à 11 partis politiques. Ça, c'est un acquis que nous avions, donc acquis sous le régime de la rupture. Donc, quelque part, nous apprécions les réformes qu'a organisé le président de la République. Vous êtes toujours de l'opposition, mais modéré, dites-vous. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. À quoi est-ce que vous vous opposez encore aujourd'hui?
Nous nous opposons à l'exclusion. Nous nous opposons à l'exclusion. Qu'entendez-vous par exclusion? L'exclusion, c'est un code aujourd'hui qui ne favorise pas la participation de toutes les partis politiques aux élections de 2026. Parce que, savez-vous, on ne crée pas un parti politique pour soutenir un autre parti politique et on ne crée pas un mouvement pour soutenir un autre mouvement, mais on crée un parti parce qu'on se sent capable d'animer la vie politique. Mais aujourd'hui, on a un code taillé sur mesure qui ne permet pas à toutes les formations politiques de participer aux élections générales de 2026. Et vous pensez que votre mouvement qui est en train de naître là aura les moyens de modifier ce code? C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les partis politiques. Est-ce que c'est faisable? C'est possible, puisque c'est ce que demande la charte des partis politiques aujourd'hui. Donc, véritablement, nous mettre ensemble. Explicitement, la charte des partis politiques demande quoi? Explicitement. On change le code électoral à combien de temps des élections? C'est possible si l'ensemble, les Béninois aujourd'hui décident. Nous sommes à moins de 6 mois des élections, de dépôt des candidatures. Vous pensez que structurellement, c'est encore possible de toucher au code, de faire sa relecture que vous souhaitez? Retoucher le code, c'est possible. C'est possible si les acteurs politiques le veulent réellement. Voyez-vous, c'est possible si les acteurs politiques le veulent réellement. Puisque ce sont les mêmes acteurs qui nous ont impliqués dans cette situation. Et s'ils veulent nous sortir de cette situation, même à 2 mois des élections... Et vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas acteur politique. Nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que les députés qui sont acteurs politiques au Bénin. Non, mais c'est les députés représentés, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, c'est eux qui prennent les décisions concernant les lois au Bénin. Et donc, vous êtes obligé de composer avec le Parti des démocrates, c'est bien ça? Oui, puisque c'est le seul parti de l'opposition aujourd'hui représenté à l'Assemblée nationale. Mais quand vous appelez à un grand regroupement et que déjà vous pensez que les autres ne reconnaissent pas ce qu'a fait la gouvernance actuelle, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir fédérer tous les acteurs autour de votre projet de rassemblement? Aujourd'hui, nous devons, face à une mouvance qui a perdu complètement de sa notoriété, il est impératif aujourd'hui pour les partis politiques de l'opposition de taire leurs égos et de taire leurs logos. Mais si les partis de la mouvance présidentielle ont perdu leur notoriété, pourquoi donc vous appelez à un regroupement des opposants? Nous appelons à un regroupement des opposants parce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a une crise. Et donc, face à cette crise, il est impératif pour nous de nous unir véritablement pour donc résoudre cette situation. Vous n'êtes pas d'accord avec le type d'opposition qu'incarne aujourd'hui le parti Les Démocrates, mais vous voulez travailler avec eux quand même? C'est vrai, c'est une opposition très dure, mais il faut que véritablement nous soyons ensemble pour quand même faire face à l'adversaire que nous avons en face. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de au lieu d'aller vers eux, vous leur demandez alors, vous leur demanderez, parce que ce n'est pas encore fait, de vous rejoindre? Oui, parce que je l'ai dit, il nous faut aujourd'hui un regroupement, ni mouvance ni opposition, c'est-à-dire qui répondent véritablement à l'aspiration. Ils seront donc le leader de ce mouvement? Non, pas nécessairement, parce qu'il faut que nous soyons dans la logique de ce que veut le peuple béninois. Et ce que veut le peuple béninois aujourd'hui, c'est d'avoir un regroupement, qui nous sorte du schéma du bicéphalisme talon-yaï. Cette polarité aujourd'hui, nous devons nous départir de cette polarité aujourd'hui pour nous repositionner. Et ce repositionnement aujourd'hui, c'est pourquoi ce repositionnement aujourd'hui, quand nous étudions les partis politiques au Bénin, surtout de l'opposition, nous voyons que la nouvelle force nationale, c'est-à-dire la NFN, est aujourd'hui mieux placée pour porter cette nouvelle... Arsène Fassinon, le peuple pour vous, c'est qui? Le peuple pour vous, c'est vous, c'est nous. C'est fini. C'est fini.
Allez, ce qui est sûr, ce plateau est le plateau de tous les partis politiques. La NFN est demandée à prendre le lead d'une nouvelle alliance, selon le président du mouvement Rassemblement pour la paix. Ils auront certainement l'occasion de venir sur ce plateau expliquer aux Béninois s'ils sont d'accord ou pas et comment est-ce que ça va se faire, comment ça se fait. Vous avez interpellé un certain nombre de partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. S'ils se sentent concernés, nos plateaux sont également... Ce plateau matinal est ouvert et on pourra donc, en instant politique, cette rubrique de lundi, leur offrir l'occasion de se prononcer sur vos demandes, vos attaques, je dirais même, et vos accusations, pourquoi pas, et vos propositions. Monsieur Fagnenou Arsène, président du mouvement Rassemblement pour la paix, qui appelle à une nouvelle alliance pour sortir pour emprunter vos mots, du bicéphalisme. Si vous avez un mot de fin, lequel serait-il, avec l'appui, donc la permission de Marcela Rossi? Aussi, aujourd'hui, nous avons un mot de fin, c'est un double appel que nous lançons, parce que, comme je l'ai dit, la crise aujourd'hui qui s'installe dans notre pays, le Bénin, nous ne pouvons que lancer un appel à toutes les forces politiques, que ce soit mouvements et partis politiques de l'opposition, à véritablement nous mettre ensemble autour de cette nouvelle alternative que nous demandons à la NFN de porter, parce que, quelle qu'en soit la puissance de cette nouvelle alternative, il nous faut une casquette juridique. Et donc, cette casquette juridique que nous pouvons avoir aujourd'hui, qui peut répondre favorablement aux besoins du peuple béninois, c'est la NFN. D'accord. Rapidement pour finir, mais pour vraiment finir, avez-vous déjà un programme clair, bien établi? Si oui, quelles sont les activités immédiates dans votre agenda? Les activités immédiates de notre agenda, nous continuons toujours de nous organiser et nous avons toujours une politique de main tendue. Nous avons déjà, depuis 6 mois, nous sommes en train de rédiger les documents du protocole de convention. Qui n'ont pas fini. Le protocole de convention est déjà prêt et il y a déjà plusieurs mouvements qui sont en train de signer ce protocole de convention. Il y a eu déjà... Exemple? Il y a le mouvement FEDOB, le RP, plusieurs mouvements d'opposition. Aujourd'hui, les mouvements d'Olivier Bokor, qui ont soutenu Olivier Bokor de par le passé, se retrouvent déjà à signer ce protocole de convention. Il y a également plusieurs partis politiques qui sont en train de signer ce protocole de convention, notamment la dernière fois, nous avons eu le parti politique UNP qui a déjà signé ce protocole de convention. Il y a eu le parti PPP qui a déjà signé ce protocole de convention. Et donc, nous attendons toujours la réponse de la nouvelle force nationale, c'est-à-dire la NFN, pour porter cette nouvelle initiative que nous sommes en train de porter. Merci à vous, chers journalistes. Merci, Marcela Rossi. On l'aura donc compris, mesdames, messieurs, vous l'avez compris également, le champ politique est donc en mouvement. Et puis, nous ferons le plaisir donc de les recevoir pour vous et d'écouter, de découvrir ensemble avec vous, chers téléspectateurs et chers Béninois et Béninoises, ce que les politiciens se préparent donc à nous offrir pour 2026. Mais ce que nous, on va vous offrir tout de suite, ça va être une petite pause et revenir parler donc du débat matinal. Okay. Retour au plateau, mesdames, messieurs, nous allons donc faire le débat ce matin. On avait commencé par poser la question, on va parler de la guerre entre Israël et l'Iran, mais avant, on va parler CEDEAO. Vous savez qu'il y a un sommet qui s'est tenu à Abuja. Patrice Talon et Bola Tinubu ont signé des accords pour une nouvelle intégration, parce que oui, on connaît la CEDEAO des peuples, on l'a appelée de toutes les forces. La CEDEAO des chefs d'État va pouvoir disparaître. C'est le vœu du chef de l'État, Patrice Talon. Il voudrait que l'on parle beaucoup plus d'économie, qu'on parle beaucoup plus de développement, que l'on brise les frontières. Est-ce que cela est possible? On fera le débat. Voici le tapis qui installe le débat, mesdames et messieurs. On revient vers vous.
Le débat matinal, c'est avec deux invités. Ah oui, deux grandes figures pour parler donc de ces deux sujets ce matin. Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour Alain, bonjour aux téléspectateurs de la SRTB de Bénin TV. Vous êtes journaliste, vous officiez, vous êtes un collègue, donc vous officiez donc à la SRTB. Merci d'avoir répondu à notre appel. Vigile Ressou, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et défense. Merci d'avoir accepté de faire le débat avec nous. Tout le plaisir. Allez, mesdames, messieurs, on va planter le décor avec cet appel du président Patrice Talon qui voudrait qu'on parle réellement, mais alors et véritablement, d'intégration au niveau de la CEDEAO. Et on revient faire le débat. C'est un rendez-vous inédit pour les décideurs régionaux, les investisseurs internationaux et les figures marquantes du secteur privé réunis ici, à Abuja, au Nigeria. S'unir et converger les opportunités en vue de libérer l'immense potentiel économique dont regorge l'Afrique de l'Ouest. C'est le but visé par le président Ahmed Bola Tinubu au détour de cette rencontre, la première du genre. Le président Patrice Talon prend part aux travaux. Inspiré par son leadership et sa vision, au sommet de son pays depuis 2016, avec des résultats probants et reconnus au plan continental et international, le chef de l'État apporte sa touche à cette quête de coopération régionale plus forte. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Mais ceci ne devra pas nous paralyser et nous empêcher d'aller à l'essentiel, qui est un véritable besoin d'intégration de nos communautés, tout au moins au plan économique. Notre idéal d'avoir une intégration régionale qui concerne l'économie, la sécurité, la politique, la démocratie, les libertés est en mal. Mais le besoin d'une intégration économique est indispensable et je remercie le président Tinubu d'avoir initié ce sommet. Le sommet se déroule au Centre international de conférence Bola Tinubu. Il y a eu des signatures d'accords entre les parties nigérianes et béninoises. Le marché ouest-africain est le plus apte, le marché qui donne le plus de potentiel à une intégration permettant une économie prospère. Nous sommes des économies qui se complètent comme nulle part ailleurs. Et pourtant, nous sommes dans le monde l'économie la moins intégrée régionale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mis en place, avec une certaine satisfaction dans le passé, le WAPCO, cette organisation qui fait que le gaz passe du Nigeria jusqu'au Ghana en traversant le Bénin et le Togo pour alimenter les besoins en énergie et en production électrique. Et au moment où ça a été fait, le débit était compatible avec les besoins. Aujourd'hui, cet instrument, cette organisation, cet outil ne répond plus aux besoins, est trop faible pour alimenter nos divers pays en gaz. Le Bénin essaye depuis quelque temps d'avoir du gaz, soit par le Ghana, soit par le Nigeria, au-delà de ce qui est offert à travers WAPCO. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos diverses administrations n'ont pas été capables d'accompagner cet organisme pour aller au-delà de ce qui a été fait et qui est embryonnaire dans le passé et qui ne suffit plus aujourd'hui à satisfaire les besoins. Le Bénin est en train d'installer une plateforme FSRU pour importer du gaz liquéfié du Qatar, pour le regazéifier sur cette plateforme et servir son industrie. C'est une aberration. Nous avons cette même aberration au niveau du marché de l'électricité. Nous avons mis en place une structure régionale pour le marché de l'électricité. Mais il ne fonctionne pas et je doute qu'il soit capable de fonctionner dans les années à venir. Mais un autre exemple plus banal qui concerne nos concitoyens ordinaires
qui veulent aller de Lagos à Abidjan et qui doivent traverser le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'y aller. Les routes existent, mais à cause des tracasseries qu'on observe sur nos frontières, sur nos voies, il faut plus d'une journée pour aller de Lagos à Abidjan. Si nous voulons intégrer nos économies, faciliter les échanges, et qu'un homme d'affaires qui doit aller à Abidjan en quelques minutes, par la route, doit mettre un jour, 2 jours, et parfois même dormir à une frontière, parce qu'on lui réclame un document qui n'a pas de sens, parce qu'on veut qu'il paye, qu'il ne veut pas payer. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous ne parviendrons jamais à impulser une véritable intégration de nos économies. Également prévu à l'agenda de cette rencontre de haut niveau, des séances de mise en relation entre investisseurs, des tables rondes sur les infrastructures et l'innovation, ainsi que des présentations pays par pays sur les opportunités d'investissement spécifiques. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies, parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise. Les libertés seront compromises, la politique sera compromise. Je ne banalise pas l'idéal de démocratie qui est important. Je ne banalise pas l'idéal de liberté qui est important parce que ça concourt de la dignité humaine. Mais je veux dire que ces idéaux qui sont majeurs et supérieurs peuvent être mis en cause par la pauvreté si nous ne faisons pas les actions qu'il faut pour nous développer collectivement. Le mandat du président Ahmed Bola Tinubu en tant que président de la conférence des chefs d'État prend fin ce dimanche 22 juin. Mais il pose déjà les jalons d'une union et d'une continuité dans l'esprit d'une Afrique forte malgré les dissensions internes qui la caractérisent. Et pour preuve, même les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été invités à ce sommet. Retour plateau, Vigile Rousseau, il y a quelques années en arrière, feu président Mathieu Kérékou disait que la CEDEAO est grippée. Aujourd'hui, plus de 25 ans après, Patrice Talon trouve que l'intégration, elle n'existe pratiquement pas. Est-ce que finalement, la CEDEAO, côté intégration, elle est en souffrance? C'est paradoxal. La CEDEAO en Afrique est le rassemblement économique le plus réussi, le mieux organisé, qui devrait normalement avoir des résultats au profit des populations pour être la CEDEAO des peuples. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui plus que les années antérieures où le général Kérékou disait qu'elle est grippée. Nous vivons encore une CEDEAO beaucoup plus malade encore aujourd'hui. Tout simplement parce que les responsables politiques, les leaders des différentes nations n'ont réellement pas pu adapter l'aspect développement aux besoins des populations. Les populations ont déjà réussi leur intégration, qui est d'un point de vue socio-historique, en raison des ressemblances socio-culturelles, des proximités historiques, il y a très longtemps. Même les transactions économiques, tout se fait normalement. Il est question aujourd'hui de réussir à adapter d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue politique, à utiliser déjà cet existant, ce fonds-là, pour développer et donner réellement l'opportunité aux populations de non seulement se développer, mais d'avoir une vie meilleure.
ce qui pose réellement problème aujourd'hui et donc érode la question sécurité. Et vous constaterez qu'au niveau des frontières, c'est au niveau des frontières que les assauts, les menaces viennent, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Niger, et même au niveau des pays côtiers comme le nôtre, c'est à partir des frontières. S'il y avait eu réellement un développement, s'il y avait une CEDEAO de développement qui a permis de développer une économie réellement solide, on aurait déjà pensé au développement de ces zones et donc les populations ne se sentiraient pas exclues. Il n'y aurait pas un sentiment d'exclusion qui amènerait, qui créerait le terreau pour permettre aux entrepreneurs de la violence de pouvoir en profiter pour installer ce que nous vivons aujourd'hui comme menace. Alors, Yves-Patrick Loko, le président Patrice Talon est dans une nouvelle démarche au niveau de la CEDEAO. La démocratie, oui, d'accord, il a dit qu'il ne banalise pas, mais qu'on devrait beaucoup plus s'accentuer sur l'intégration économique et exploiter vraiment le vaste marché ouest-africain. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Et le président Patrice Talon a su bien faire de faire le diagnostic de ce qui ne va pas dans cette communauté-là. C'est vrai, on a la démocratie, mais sans un réel développement économique, la démocratie ne serait peut-être qu'un vain mot, parce qu'on a beau parler de démocratie, mais si sur le plan économique, sur le plan des relations entre les pays frères, entre les pays, parce qu'on n'a pas choisi d'être limitrophes ou on n'a pas choisi d'être de la même communauté. C'est l'histoire, c'est la géographie et tout ce qu'on connaît qui nous ont permis d'être dans cet ensemble-là. Si dans cet ensemble, on ne peut pas s'intégrer réellement de façon économique, on aura beau tout faire, ça ne va pas marcher. Le président Patrice Talon, en prenant la parole à ce sommet, à ce premier forum ouest-africain à Abuja, a fait l'étalage de tous ces mots qui minent la CEDEAO. Et il a su bien dire, vous allez traverser les frontières, par exemple, on va vous exiger plein de documents, on va vous exiger de l'argent, parce que beaucoup d'argent circule au niveau des frontières. Vous n'avez pas votre carte de vaccination, ce qu'il faut avoir normalement, vous êtes obligé de débourser. Vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes obligé de débourser. Il arrive même qu'on ait toutes les pièces à jour, mais on va te parler, c'est souvent sur les frontières anglophones où on va te dire, non, paper we go chop. Est-ce que c'est le papier qu'on va manger? Donc, si on peut mettre dans la tête de tous ces acteurs, de toutes ces parties prenantes à la question de l'intégration, si on peut le mettre dans la tête que nous sommes les mêmes, que au-delà de tout ce qu'on peut exiger aux gens aux frontières, le réel enjeu, c'est le développement économique. Je crois que ça va pouvoir aller, les choses vont pouvoir décoller. Et Patrice Talon a lancé un appel vraiment vibrant à ce sommet d'Abuja. Je prie qu'il soit écouté pour que réellement la CEDEAO décolle. La CEDEAO qui était grippée selon feu le président Mathieu Kérékou, que cette CEDEAO-là prenne des médicaments et qu'elle guérisse. Et qu'elle guérisse. Alors, Vizir Ressou, est-ce que vous pensez que l'appel de Patrice Talon sera entendu par ses pairs? Si ses pairs comprennent réellement le fond de ce qu'il veut dire. En réalité, selon ma lecture, il veut simplement dire nous allons, les pays africains, la CEDEAO va disparaître d'ici là si nous ne prenons, si ces pays-là, si la CEDEAO ne prend pas les mesures adaptées au monde que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est un monde qui est en plein changement. Il a donné l'exemple des États-Unis, du président Trump, et il dit il vient de nous donner une excellente leçon. Et il vient de nous donner une leçon de stratégie parce que désormais, chacun défend ses intérêts. Et c'est un monde en pleine reconstitution parce que les données changent. Les intérêts géostratégiques et les intérêts économiques changent. Et donc, chaque pays et chaque bloc défend ses intérêts et n'hésite pas à aller de façon frontale
pour défendre ses intérêts, et ces intérêts-là, quelle que soit la région du monde. Ce qui justifie ce qui se passe un peu aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Les Chinois n'hésitent pas à défendre leurs intérêts. Il dit, si vous ne savez pas faire, les autres s'en foutent de vous, ils ne vous calculent pas. Et si vous aussi, vous ne prenez pas vos dispositions, si la CEDEAO ne prend pas ses dispositions, si les autres pays ne prennent pas les dispositions, ils vont simplement disparaître et la CEDEAO avec. Et pour pouvoir prendre ces dispositions, il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est revoir ce qui est important. Ce qui est important pour les populations, pour les peuples, c'est un développement économique. Et les pays-là ne peuvent que se mettre ensemble pour pouvoir défendre ses intérêts parce que ce sont des pays faibles. Et c'est ensemble qu'ils vont constituer quand même un petit élément de puissance pour pouvoir faire face aux autres. Individuellement, ils ne peuvent pas. C'est au sein de la CEDEAO, dans un bloc économique quand même assez solide, qu'ils vont pouvoir faire face pour dire, si vous n'allez pas dans tel sens, nous aussi non. Les intérêts étant là, les autres seront obligés de négocier, encore que nous sommes dans un monde où la négociation commence par s'effriter, par laisser place à la force. Préparez-vous d'abord avant que la force ne vienne, parce que les puissances ne pardonnent pas. Une puissance, c'est d'abord la force, c'est s'imposer, c'est avoir la capacité économique qu'il faut, militaire qu'il faut. Et les États aujourd'hui, vous voyez, même l'Union européenne est en faiblesse par rapport aux États-Unis aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés, même sur le plan sécuritaire. Et tant qu'on n'aura pas réussi cela, sur le plan du développement économique, le problème de la sécurité se posera surtout. Mais Vigile Wessou, je voudrais savoir, c'est vrai que l'on évoque souvent, la question de souveraineté pour se dire, on fait une sorte de protectionnisme. Sur le plan économique, sur le plan du marché, la CEDEAO s'est dotée de nombreuses structures. La ZLECA fait là, il y a plein de structures. Pourquoi est-ce que l'homme d'affaires, le commerçant béninois a du mal à faire transiter ces marchandises du Bénin pour le Nigeria et vice-versa? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés encore à nos frontières quand on sait que nous devons être le même peuple? C'est le mal de nos administrations. Et il l'a dit, si la CEDEAO est encore là aujourd'hui, c'est la faute aux administrations de chaque pays, c'est la faute aux politiques de chaque pays, et il faudrait changer de paradigme. Il faudrait changer de mentalité. Sans changement de mentalité, pour utiliser ces instruments juridiques, politiques, déjà existants au niveau de la CEDEAO, il y en a tellement, tant qu'on ne va pas les utiliser réellement, les implémenter, les mettre en œuvre, les mettre en pratique selon les besoins réels des populations et des entreprises privées, parce que ce sont les entreprises privées qui font le développement économique. Et ce sont justement ces entreprises et ces populations-là qui ont du mal à bouger entre les pays avec la libre circulation et pouvoir donc faire des transactions commerciales et économiques qui vont pouvoir faire développer ces États-là. Donc c'est sur cela, sur cet aspect-là qu'il met l'accent. Donc le problème, le mal est humain. Nous avons les compétences qu'il faut, les pays africains ont les compétences qu'il faut, mais est-ce que ces compétences-là mettent réellement leur savoir-faire, se mettent réellement à la disponibilité de ces pays? On dira que la décision est d'abord politique. Et c'est là où le problème se pose. Est-ce que nous avons les leaders de qualité à la tête de nos États? Si nous avons les leaders de qualité à la tête de nos États, des décisions auraient été prises dans le sens d'installer des groupes thématiques du point de vue stratégique qui vont pouvoir peut-être faire des prospectives, réfléchir à long terme pour aider les politiques, les administrations à installer les instruments ou à anticiper sur l'évolution du monde afin déjà de prévoir les outils nécessaires pour répondre chaque fois qu'il y aura des évolutions. Alors, sur ce sujet, pour aborder un dernier aspect, Patrice Talon,
disons, a joint l'acte à la parole. Des accords ont été signés avec le Nigeria, puisqu'il voudrait que le Nigeria et le Bénin portent, disons, le lead de cette intégration qu'il appelle de tous ses voeux. D'abord, il faut dire que c'est un sentiment de fierté qui doit animer chaque Béninois de voir quand même Patrice Talon se présenter un peu comme chef d'orchestre au cours de cette rencontre. Il ne nous a pas habitués à des sorties de cette façon-là. Il a été un peu absent sur le plan des regroupements sous-régionaux ou régionaux. Donc, c'était bien de le voir à Abuja au cours de cette réunion-là. Et il n'est pas le premier à avoir cette ambition-là d'aller ensemble à la conquête du monde avec le Nigeria. On a parlé du Bénin comme 37e État du Nigeria ici, ça a scandalisé les gens. L'actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, quand il avait l'ambition d'être maire de la ville de Porto-Novo avec son mouvement Enfani en 2002 pour la toute première expérience de la démocratie et de la décentralisation, j'y arrive. Il avait placé le Nigeria au cœur de son programme pour développer la ville de Porto-Novo. Et c'est dire que le Nigeria est très important pour notre pays. Nous partageons toute la longueur de notre territoire. On partage ça avec le Nigeria. Les peuples sont de part et d'autre frères. On parle les mêmes langues de part et d'autre des frontières. C'est dire que le Nigeria est très important pour le Bénin en termes de développement. On a longtemps ignoré cette réalité-là, mais qui nous rattrape aujourd'hui. Et c'est bien que la délégation béninoise conduite par le président Patrice Talon au cours de cette rencontre a signé de nombreux accords avec le Nigeria. On a vu dans le reportage, on a vu la ministre du Commerce, par exemple, poser son paraphe sur des documents. C'est-à-dire que sans le Nigeria, normalement, le Bénin ne peut rien. Et c'est regrettable les bisbilles qu'il y a eu entre les deux pays avec la fermeture par le passé des frontières. Ça s'est réglé entre-temps. Le Nigeria a imposé certaines règles au Bénin, notamment en ce qui concerne l'importation de certains produits. Il a mis une liste restrictive. C'est-à-dire que le Nigeria et le Bénin devraient normalement aller main dans la main à la conquête de l'international. Et c'est bien dommage qu'on ait attendu tout ce temps-là pour pouvoir... On espère que ça va prendre parce que on a vu par le passé plusieurs présidents nigérians, plusieurs présidents béninois nourrir ce rêve-là. On espère que cette fois-ci, avec la suspension des aides internationales, les Africains vont comprendre. Allez, on va embrayer donc sur le second sujet. Le second sujet qui fait donc l'objet de débat ce matin, c'est la guerre Israël-Iran. Craignant pour sa sécurité, Israël a attaqué l'Iran. Oui, Israël disait, je me prémunis contre une attaque atomique. Et puis l'Iran qui a commencé par répliquer. Alors, Vigile Wessou, on pensait que les choses allaient se calmer quand les Américains sont allés bombarder hier ou avant-hier encore des sites supposés nucléaires au niveau de l'Iran. Est-ce que nous nous dirigeons dans une escalade qui va embraser le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient, et c'est tout un ensemble, ont toujours été une poudrière. Depuis très longtemps et depuis le début des années 50. Cette partie du monde a été toujours une poudrière. Et oui, ça va beaucoup bouger, il y aura beaucoup de mouvements, mais ça va se calmer. Ça va se calmer d'ici là. Oui, ça va se calmer. Et oui, pour des raisons sécuritaires au niveau de l'Iran et aussi par principe de proximité avec Israël et par souci de préserver et également des intérêts dans la région, les États-Unis ont agi.
parce qu'il ne faut pas oublier que cette région, la mer d'Osmose et la mer Rouge, sont d'un point de vue stratégique, d'un point de vue commercial, dans les relations commerciales entre l'Asie et la péninsule arabique et l'Occident. C'est une zone très importante. Par conséquent, l'action des États-Unis, c'est un peu comme une manière de dire arrêtez-moi ça. Et pour que nous n'ayons pas des problèmes après. Donc, c'est-à-dire que d'ici là, il y aura une accalmie, comme cela a toujours été le cas, parce que c'est une région à multiples facettes, que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue religieux, du point de vue socio-culturel, parce qu'il y a tellement de populations avec des cultures différentes, des religions différentes. Il y a une diversité confessionnelle, sociologique, culturelle qui existe dans cette région, et en même temps les intérêts. C'est une région riche en hydrocarbures, essentielle, et pour les États-Unis et leurs alliés, pour la Chine, qui en a véritablement besoin, et pour d'autres. Donc, personne n'a intérêt à ce que cette région-là s'embrase pour qu'il y ait des difficultés d'approvisionnement dans ces matières-là. Yves-Patrick Loco, est-ce que vous nourrissez le même espoir d'accalmie dans quelques semaines, comme Vigile Rossou? Puisqu'on a connu des crises par le passé, la guerre Iran-Irak, on a connu la guerre au Liban, on a connu l'épisode du boucher de la capitale syrienne, comment on l'appelle, Bachar el-Assad. On a connu son épisode. Donc, c'est dire que véritablement, je crois que ça va s'estomper. Mais malheureusement, on aura eu des pertes énormes, des villes bombardées, que ce soit du côté d'Israël ou de l'Iran. Mais ce qui constitue d'ailleurs un précédent très fâcheux. Il y a eu, j'allais dire, un précédent fâcheux où on a soupçonné l'Irak de vouloir... de détention d'armes, de destruction massive. Ce qui n'a pas été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Et dans une défense préventive que Israël se mette à bombarder et l'Iran, je ne sais pas... Enfin, peut-être que les soupçons étaient vraiment pesants, les soupçons étaient vraiment là, ce qui a fait qu'Israël s'est dépêché d'aller... Oui, mais le paradoxe, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où on voit un Israël qui se disait inattaquable avec son dôme de fer, rien ne pourrait arriver, mais on voit que malheureusement ça a été la catastrophe. Oui, mais avant ça, le Hamas aussi a frappé Israël. Donc, c'est-à-dire que malgré son dôme de fer, peut-être que les renseignements n'ont pas fonctionné comme cela se doit. Et c'est ce qui devait arriver arriva, parce qu'il y a eu des pertes aussi bien du côté d'Israël que d'Iran. On nous parle de frappes chirurgicales, mais on constate qu'il y a des victimes civiles dans cette affaire. C'est normal, il n'y a jamais de guerre sans victimes. Chers amis, j'aurais aimé qu'on continue ce débat, mais le temps, c'est l'autre denrée très rare à bien gérer par ici. En 30 secondes, un dernier mot, en 30 secondes, mais vraiment en 30 secondes. C'est l'appel du président Patrice Talon, je reviens sur ça, et que non seulement les politiques au niveau de nos États comprennent, mais qu'également les populations, surtout les organisations de la société civile, saisissent ce message au bon pour faire la pression sur les administrations, les politiques, afin qu'on puisse avoir un résultat. Yves-Patrick Loco? Oui, je vais parler également de la rencontre d'Abuja. Les politiques ont compris, je l'espère bien. Mais il faut agir au niveau des frontières, les administrations douanières, la police et tout. Il faut vraiment alléger la vie aux Africains. Aux Africains. Voilà. Et quant à la guerre Iran-Israël, déjà on parle de 30% sur les primes d'assurance des sociétés. On a dit que le prix du baril du pétrole a augmenté. C'est normal. Voilà. Il fallait s'y attendre. Hein. Pour diminuer tout ça, il faut arrêter la guerre. On a intérêt à ce que la paix revienne.
revienne merci dans cette région du monde. Yves-Patrick Loco, Vigile Ressou, merci d'avoir accepté de faire le débat matinal avec moi. Ce fut un plaisir. On se donne rendez-vous prochainement, selon vos disponibilités. Toute ma disponibilité est Allez, consacrée. Merci beaucoup. On va prendre congé de vous, histoire de vous retrouver après. Mesdames, Messieurs, on va retrouver Nadège Sani, voilà, c'est elle qui viendra nous faire part de vos analyses, de ce que vous avez eu comme, je dirais, voilà, analyse. Et puis, bon, voilà, tranquillement, on aura donc le temps de partager cela avec nos amis téléspectateurs. Et la question du jour, c'était de savoir, est-ce qu'il est encore possible, au jour d'aujourd'hui, d'éviter donc l'escalade, je dirais, l'hécatombe, pour ne pas dire l'embrasement du Moyen-Orient. Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Alain. Bonjour à tous. Pour nos internautes, la menace d'un embrasement généralisé du Moyen-Orient à cause d'un affrontement direct entre Israël et l'Iran est bien réelle, mais pas inévitable. Florentin Zoundi-Ekman estime que tout devient possible lorsque chaque partie exprime clairement sa volonté. J'en appelle simplement à la retenue de la part des dirigeants de chaque pays, car ce sont les populations qui paient le prix fort, perdant leur vie pour des décisions de frappe qui ne viennent pas d'elles. La paix, rien que la paix. Edouard Will Assaba a également réagi. Il note que plusieurs responsables israéliens ont récemment exprimé leur volonté de mettre fin au conflit à condition que Téhéran cesse ses représailles. Selon lui, Israël ne s'attendait pas à une réaction aussi déterminée de la part de l'Iran. Les États-Unis, qui semblent alimenter les tensions, devront adopter une posture plus responsable pour éviter une escalade dramatique. Quoi qu'il en soit, il semble évident que cette guerre touche à sa fin, Israël montrant des signes d'épuisement. Ernesto Boussou pense qu'un embrasement total du Moyen-Orient peut être évité, bien que la situation reste d'une extrême fragilité. Tout dépendra de la capacité des grandes puissances à faire preuve de retenue, de la pression exercée par les acteurs régionaux, de la nature des représailles engagées. Ghislain Diossou est convaincu que ce conflit représente une menace sérieuse pour l'équilibre mondial. Il estime qu'il est encore temps d'éviter l'embrasement à condition que les grandes puissances cessent d'attiser le feu. Il rappelle que l'Afrique aussi doit jouer un rôle dans la défense de la paix. Et on finit par Odo Inura Eze qui pense que l'embrasement peut encore être évité à condition que les puissances influentes ou certains pays du Golfe s'engagent activement en faveur de la désescalade. Cela exige du courage politique, une réelle volonté de compromis et surtout une écoute sincère des peuples qui ne demandent qu'une chose, la paix. Eh oui, merci à vous, Nadège Sani. On vous souhaite aussi la paix. Merci à vous, je vous souhaite aussi la paix. Merci d'avoir partagé donc les analyses de nos amis téléspectateurs, de nos amis internautes. Voilà. Merci à vous, on se retrouve demain. Bien sûr, toujours avec le même plaisir. Et surtout avec le même sourire. Merci à vous et bonne journée. Allez, merci. Mesdames, Messieurs, on va aller du côté des sports. Ça va être avec Blaise Adanko. Voici le tapis qu'il installe. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à tout le Bénin. Depuis le 21 juin, Aplaroué vibre au rythme du sport scolaire. Et c'est le championnat national scolaire, notamment la 5e édition de cette compétition qui réunit actuellement à Aplaroué plus de 1400 athlètes pour aller chercher une place pour montrer sa suprématie déjà au plan national avec une première journée qui s'est donc déroulée le samedi et la deuxième journée. Je vous donc propose de revoir les résultats de la deuxième journée de cette 5e édition du championnat national scolaire avec au handball la victoire du CEG 1 commun 19-13 face au CEG
1 Didja. Le CG Littoral s'incline 11-15 face au CG1 à Vrancourt. Le CG Zongo s'impose 31-24. Ça, c'est chez les hommes et chez les dames. Le CG Zongo l'emporte face au CG1 Kobé 11-8. Le CG Littoral, par contre, s'incline face au CG2 Lokosa 18-13 et le CG Materi, ça c'est dans la Takora, s'impose 22-14 face au CG Tokpa. Demain, autre résultat cette fois-ci au volleyball avec la victoire 2-7-0 du CG Lissazoumen face au CG Azonlihwe. Le CG Itadjebou s'incline 2-7-0 face au CG Torviclin. Ça c'est chez les masculins. Chez les féminins, résultat à retenir, la victoire du CG Zongo face au CG Segbanan. Le CG 3-7-0, même score entre le CG Gouka et le CG2 Ikpile. On va parler d'une autre discipline également, le sport, le football, ou également le sport féminin, le football féminin, connaît également une très très grande avancée avec le CG Les Pylones. Ça, c'est à Gla ici, défaite donc du CG Les Pylones face au CG1 Ketou. Match nul 1 partout entre le CG1 Basila et le CG1 Lokosa. Chez les masculins, le CG Z l'emporte face au CG Azové, défaite du CG1 Boycon face au CG1 Natitengu. Le CG1 Boycon a joué encore une autre rencontre face au CG 4 de commun, de victoire 2-1. Blaise Adankbo, quel est le programme de ce jour pour cette 5e édition du championnat national scolaire? Ah oui, le programme, il est déjà tout tracé. Depuis 8 heures, ça se déroule donc pour le handball avec le CG Agon qui croise donc le CG 1 commun. Le CG 1 Natitengu affronte le CG 1 Diakotomé. Le CG 1 Basila sera face au CG Zongo. Ça, c'est pour le handball masculin. Le handball féminin avec le CG 3 Kandi qui sera face au lycée Ronfort. Le CG 1 Savet sera face au CG Tokpa. Demain, pour le compte du volleyball chez les masculins, le CG Gbeto à 8h affronte le CG Azonlihwe. Le CG Gouka sera face à Torviclin. Chez les dames, le CG Akpao Ogou sera face au CG 3 Akpo Miserete. Et dans l'après-midi, un match intéressant également entre le CG Rekamen et le CG 1 à Plahoué. Pour ce qui concerne le football, le CG1 Basila, ça c'est chez les dames, sera donc face au CG Semekbodi. Le CG Agoro sera face à Torviclin dans l'après-midi. Et chez les masculins, à 7h01, le match est donc actuellement en cours. Le CG1 Basila qui est donc face au lycée Mathieu Bouquet dans l'après-midi, donc dans la soirée à 17h, le CG le lycée Mathieu Bouquet sera une nouvelle fois face au CG 1 pour le compte du basketball féminin. Le CG 1 Ketou sera face au CG 2 de Dassa Zoumen et dans l'après-midi, le CG 1 Akpakpa Centre sera face au CG 1 Basila. Et chez les hommes, le CG Sainte Rita va croiser le CG1 Natitengu. Le CG1 Azové, l'équipe, on va dire, de la localité sera face au lycée Ronfort. Et dans l'après-midi, le CG Akonabouin, pour les Porte-Nouviens, sera face au CG1 Ouessé. Alors, Blaise Adankbo, dernier sujet donc pour cette chronique, le tournoi UFOA B, U20 hommes, les équipes sont désormais fixées. Oui, la 3e édition du tournoi UFOA B. Le tirage au sort a été effectué le vendredi dernier au siège de l'UFOA du côté de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe A, les Guépards se retrouvent avec de grosses cylindrées en termes de catégorie d'âge. Je veux parler notamment du Ghana et du Nigeria, le Bénin qui va donc affronter le Ghana et le Nigeria et qui se retrouvent donc dans le groupe A. Dans le groupe B, on a les éléphantos de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Togo. Le tournoi, c'est du 10 au 23 juillet à Accra. Merci à vous, Blaise Adankbo. On vous retrouve demain. Avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Ouais. Mais avant, nos collègues sur le terrain vont nous faire vivre encore en direct, l'ambiance tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, c'est une compétition qui est en direct sur Bénin TV. Et puis,
comme chaque année, l'année dernière, il y avait eu le championnat national scolaire en direct sur la télévision nationale. Cette année, bis repetita, on aura toutes les différentes épreuves jusqu'au jour de la finale. Merci à vous, Blaise Adanko. Mesdames, Messieurs, on va donc célébrer le dernier acte de cette émission matinale. Ça va être la revue de presse avec Marcel Akhossi. Voici le tapis qui installe mon cher Marcel. Marcel Akhossi, une fois, bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Alors, à la une, aujourd'hui, la nouvelle forme d'intégration que propose Patrice Talon. De notre position, nous avons suivi de près ce sommet économique qui a été marqué par une prise de parole forte du président Patrice Talon qui a appelé ses pairs à rompre avec les inerties pour poser les jalons d'une véritable intégration économique régionale. La nation met en exergue un discours sans détour du chef de l'État béninois qui interpelle, exhorte et alerte sur l'urgence d'agir. Pour Patrice Talon, il est impératif que les pays de la CEDEAO transforment les intentions en actions concrètes, notamment en facilitant la libre circulation des personnes et des biens. Il dénonce les tracasseries aux frontières, fustige des lenteurs administratives et s'insurge contre les blocages politiques qui freinent l'élan économique régional. Dans une déclaration marquante, il affirme ne pas partager le même idéal économique est plus grave que de ne pas partager le même idéal politique. Fraternité relève le ton résolument stratégique de l'intervention présidentielle. Talon pose un nouveau paradigme centré sur une coopération fondée sur l'efficacité, la fluidité et le résultat surtout. Il porte un message fort. La CEDEAO ne pourra bâtir de monnaie commune ou de souveraineté régionale crédible sans une intégration économique préalable et palpable. Le quotidien salue également un acte fort posé en marge du sommet, la signature d'un accord bilatéral entre le Bénin et le Nigeria qui ambitionne de lever les barrières non tarifaires, harmoniser les politiques fiscales et dynamiser les échanges transfrontaliers. Palmarès, pour sa part, insiste sur la portée symbolique et structurelle de cet accord signé sous le patronage des présidents Bola Tinubu et Patrice Talon. Le journal, cette fois-ci, met en lumière la volonté des deux États de montrer la voie à leurs voisins en matière d'intégration pragmatique. Talon invite les ministres et les administrations à mettre en œuvre avec rigueur cet engagement pour qu'il devienne un modèle de coopération efficace et inclusive en Afrique de l'Ouest. Au-delà des discours, c'est donc un leadership de rupture que Patrice Talon entend incarner. À la une également, nous avons un exemple de solidarité. Décryptage Info rapporte un acte de solidarité fort. Augustin Zinsou-Baguidi qui a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux enfants des militaires béninois tombés lors des récentes attaques terroristes dans le nord du pays. En relayant cette information, Décryptage Info salue une démarche citoyenne exemplaire qui met en lumière la nécessité d'un élan collectif en faveur des ayants droit, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Merci à vous. Ici, nous, on a déjà sacrifié également à la tradition qui veut que l'on vous présente cette émission, qu'on vous accompagne dans votre réveil. Et ouais, stop est fait. Merci à vous, Marcel. On se retrouve demain. Demain avec le même plaisir. Par la grâce de Dieu. Oui. Mesdames, Messieurs, juste après moi, vous allez retrouver donc le championnat national scolaire qui se déroule à Aplahué. Ça va être en direct avec nos collègues depuis Aplahué. Allez, merci à vous. Que Dieu bénisse le Bénin, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. On se retrouve demain par sa grâce.